Regardez ce monstre. C'est un ver à l'intérieur d'un ver? Quand il n'attaque pas, ce truc avec des dents reste à l'intérieur. Ici, vous le voyez? Mais à l'heure du repas vient ça. À première vue, les vers glycéra ne ressemblent pas à grand chose. Après tout, c'est que des vers. Les pêcheurs les utilisent souvent comme appât et les aquariophiles comme nourriture pour les poissons. Les vers glycéra semblent assez inoffensifs, mais seulement jusqu'à ce qu'ils passent en mode alimentation et qu'ils sortent leur énorme proboscis avec 4 crocs au bout. Chacun est relié à une glande à venin. Il s'agit essentiellement d'un appât venimeux pour les poissons. Oui, l'appât a maintenant son propre appât. En fait, ce proboscis ou trompe n'est pas la seule caractéristique des vers glycéra. Leur peau est si transparente que l'on peut voir les fluides corporels riches en hémoglobine à l'intérieur. Oui, ces zones dont la couleur diffère de celle du reste du ver. Les vers glycéra ne sont pas toujours assez petits pour être donnés aux poissons d'un aquarium. Dans de bonnes conditions, ils peuvent atteindre 35 cm. Mais même à cette taille, l'étude de ces vers est assez difficile. Il a fallu une vingtaine d'années aux scientifiques pour comprendre leur vie, car les vers glycéra ne veulent pas être étudiés du tout. Ces créatures sont agressives et leur morsure est redoutable. Examinons plus en détail leur capacité de morsure. Lorsque les vers glycéra se rencontrent, ils se battent généralement en utilisant leur mâchoire comme arme. En plus de combattre d'autres vers, ils chassent également en s'enfonçant dans le sable et en tendant une embuscade à tout ce qu'ils peuvent avaler. L'attaque ne ressemble pas à ce à quoi on pourrait s'attendre. Lorsque la proie s'approche suffisamment pour frapper, le ver glycéra inverse son système digestif, qui comprend ses dents et projette ses entrailles hors de son corps comme une torpille. Au contact, les mâchoires du ver se referment et injectent dans la proie un venin mortel contenant 32 sortes de toxines différentes. La proie est paralysée et prête à être dévorée vivante. Miam. Mais à quoi ressemblent ces dents? Si l'on fait un bon gros plan du ver et que l'on observe ses dents, il est clair qu'elles ne sont pas tout à fait normales. Et en effet, leurs crocs sont en cuivre. C'est-à-dire qu'ils sont littéralement en métal. C'est pas comme les couronnes dentaires de votre tante, c'est comme ça que la nature les a conçues. Ces dents peuvent mordre à travers un exosquelette et délivrer du venin à leur proie. En plus, ces dents métalliques servent de catalyseurs, accélérant les effets du venin. Elles sont si résistantes qu'un ensemble dure 5 ans sans qu'il soit nécessaire de le remplacer. C'est pour ça qu'elles sont en cuivre, tout autre matériau s'userait et les soins dentaires sont inaccessibles pour les vers. Ainsi, les mâchoires d'un ver glycéra sont constituées de 4 longs crocs de 2 mm de long chacun qui contiennent environ 50% de protéines, 40% de mélanine et environ 10% de cuivre. Il s'agit d'une concentration très élevée. Les scientifiques ont découvert que la combinaison de mélanine et d'ions de cuivre confère à leurs dents force et durabilité, mais le rôle des protéines dans la composition des dents est longtemps resté un mystère. Pour élucider ce mystère, il faut d'abord répondre à la question suivante. Pourquoi nous, on n'a pas des dents en métal? Imaginez comme ce serait pratique, aucun problème dentaire. Mais les animaux utilisent rarement le cuivre pour renforcer leur corps. Il est tout simplement difficile d'obtenir cet élément en quantité suffisante, et l'intégration de ce métal dans la mâchoire n'est pas non plus une tâche aisée. Mais les vers glycéra absorbent suffisamment de cuivre dans les vasières où ils vivent. Pour fixer ce cuivre à leurs dents, les vers ont besoin d'une protéine. Cette protéine, apparemment très simple dans sa composition, remplit toute une série d'actions et de fonctions. Elle transforme entre autres des dépôts de cuivre en de puissants crocs. En fait, les dents des vers glycéra sont presque aussi résistantes à l'abrasion que les dents humaines. Mais pourquoi les scientifiques font-ils une fixation sur ces dents en métal? Il y a beaucoup de choses bizarres dans la nature et les vers glycéra sont assez difficiles à étudier. N'est-ce pas une raison suffisante pour les laisser tranquilles? Il s'avère que non. Selon les scientifiques, ces résultats pourraient encourager les ingénieurs à améliorer la conception et à perfectionner les matériaux composites tels que le béton et les pneus remplis de caoutchouc. En utilisant les processus biochimiques des vers glycéra, il est possible de créer un nouveau type de fibre qui pourrait remplacer les fibres de carbone. Cette fibre est beaucoup plus rentable car sa production nécessite moins d'équipement. En plus, elle contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets, ce qui constitue un grand pas vers la préservation de la nature. Tout ça est possible grâce aux dents des petits vers.
Au fait, ça fait quoi d'être mordu par des dents en métal? Ça a été comparé à la piqûre d'une abeille ou d'une guêpe. Le venin peut arrêter le cœur des petits crustacés que les vers glycéra mangent, mais il n'est pas assez puissant pour nuire à l'homme. Les effets locaux comprennent une apparition rapide de la douleur, un gonflement et un engourdissement à l'endroit de la morsure, comme s'il s'agissait d'une injection d'anesthésique locale. Mais le venin de vers glycéra peut parfois provoquer une réaction allergique grave, tout comme le venin d'abeille. À ce stade, il faut se féliciter que les vers glycéra ne volent pas. Merci à la nature. Attendez une minute, et si les vers glycéra étaient énormes? Imaginez qu'ils atteignent 3 mètres de long, comme le ver australien Megascolides australis. Nos fans le reconnaîtront immédiatement. Si les vers glycéra devenaient 10 fois plus gros, toutes les parties de leur corps seraient également décuplées. Imaginez une créature dotée de crocs de 2 mm de long qui atteindrait la taille impressionnante de 2 cm et serait toujours fortifiée par du métal. Pour donner un ordre d'idée, un croc de 2 cm est 50% plus long qu'un croc de chat domestique et 2 fois moins long qu'un croc de loup. Qu'est-ce qu'on obtient? Un ver agressif de 3 mètres de long avec d'énormes crocs en cuivre. Vous savez, on a tous beaucoup de chance que l'évolution ait décidé de garder les vers glycéra relativement petits, plutôt que d'en faire des créatures aussi effrayantes que les serpents. Oh, et ils auraient aussi plus de venin. Les vers glycéra géants seraient probablement capables de chasser de grosses proies, de gros poissons, de jeunes requins et d'autres prédateurs de ce type. Ça m'a fait réfléchir, quels autres animaux de notre planète ont des parties métalliques? Je vous présente les guêpes parasites du genre Apocrypta. Ces guêpes doivent se battre contre les guêpes pollinisatrices communes pour les figuiers. Contrairement aux guêpes ordinaires, les guêpes parasites ont un dard renforcé par un métal plus fin qu'un cheveu humain. Malgré sa taille réduite, il est capable de percer la peau dure d'une figue pas encore mûre, ce qui permet à la guêpe parasite de pondre ses œufs à l'intérieur. Mais c'est une mauvaise surprise pour la progéniture de la guêpe pollinisatrice qui se cache à l'intérieur. Mais commençons par le commencement. Les fleurs du figuier sont très différentes des fleurs des autres arbres car elles restent en quelque sorte à l'intérieur de ce qui deviendra le fruit après la pollinisation. La plante est confrontée à un grave problème, elle ne peut pas compter sur le vent ou sur une variété d'insectes pour répandre son pollen. Elle ne peut compter que sur un type particulier de guêpe pollinisatrice. Lorsqu'une guêpe pollinisatrice femelle parvient à flairer un arbre approprié, elle se pose sur une figue non mûre et se fraye un chemin dans le minuscule passage menant au noyau. L'entrée est si petite que la guêpe perd ses antennes et ses ailes en chemin. Mais c'est pas grave, elle n'en aura plus besoin. Là, vous voyez, tous les trucs inutiles restent à l'extérieur. À l'intérieur, la guêpe se promène, pond des œufs, répand le pollen qu'elle a recueilli sur l'arbre et meurt. Attendez un peu, alors comme ça, chaque fois qu'on mange une figue, on mange les guêpes qui l'ont pollinisée? Eh bien oui. Mais ça veut pas dire qu'on mange toute la guêpe. Quand une figue mûrit, elle digère les pollinisateurs morts, ce qui signifie qu'on mange en fait de la gelée de guêpe. Pas sûr que ce soit bien mieux. Mais revenons-en au processus de pollinisation. Les œufs de la guêpe éclosent et donnent naissance à des larves qui se nourrissent des figues, puis se transforment en adultes et s'accouplent entre eux. Les mâles finissent par ronger un trou dans la figue et meurent, ce qui permet aux femelles de s'échapper et de transporter le pollen vers de nouveaux arbres pour recommencer le processus. C'est ainsi qu'une espèce particulière de guêpe pollinisatrice s'est adaptée à un arbre particulier et qu'elles ont évolué ensemble pendant des milliers d'années. Et tout se serait bien passé si ce partenariat n'avait pas été compromis par cette même guêpe parasite. Oh, elle adore tout simplement pondre ses œufs dans un figuier déjà occupé afin que sa progéniture ait accès à de la nourriture, les larves de la guêpe pollinisatrice. Mais le parasite rencontre aussi des difficultés. Lorsque la guêpe pollinisatrice pénètre dans la figue, un mucus semblable à de la sève scelle l'entrée derrière elle. La guêpe parasite doit donc forcer l'entrée. Après avoir tapoté la figue avec ses antennes pour s'assurer que sa proie est à l'intérieur, la guêpe insère son aiguillon, appelé ovipositeur, dans le fruit et commence, vous savez, le forage. La pointe dentelée est enrichie en zinc, ce qui lui permet de percer la peau dense des figues non mûres. En plus, l'ovipositeur est si puissant que la guêpe parasite est capable de percer les figues à plusieurs reprises, peut-être jusqu'à 20 fois au cours de sa vie. L'extrémité de l'ovipositeur est également équipée de différents types de capteurs dont certains sont chimiques.
En théorie, ça pourrait permettre à la guêpe de goûter les couches de peau du fruit quand elle creuse plus profondément. Il existe également des capteurs mécaniques qui aident le parasite à sentir son environnement. C'est comme un doigt avec des langues qui sortent dans toutes les directions. Vous imaginez? Mieux vaut ne plus jamais y penser. Bien sûr, les humains ne seraient pas des humains s'ils n'imaginaient pas comment ils pourraient bénéficier de cette technologie naturelle. Jusqu'à présent, les scientifiques pensent que des imitations de l'ovipositeur pourraient être utilisées pour couper des roches et d'autres matériaux durs. Par ailleurs, la technique de ponte de la guêpe figuier pourrait inspirer la conception de nouveaux outils pour les techniques de microchirurgie. Mais les guêpes ne sont pas les seules à utiliser le métal à leur fin. Pour s'accrocher à un cerf, les tiques doivent d'abord percer sa peau épaisse et poilue. Les fourmis coupe-feuilles mâchent facilement les feuilles tropicales denses. Quant aux scorpions, ils utilisent leur queue pour injecter du venin dans des proies plusieurs fois plus grosses qu'eux. Rien de tout cela ne serait possible si ces petites créatures n'utilisaient pas de métaux. Les scientifiques le savent depuis longtemps, les mandibules, les crocs et les aiguillons de certaines espèces d'invertébrés contiennent de grandes quantités de métaux lourds tels que le zinc, le cuivre et le manganèse. Ils représentent parfois jusqu'à 20% du poids total de l'animal. Il est vrai que toutes ces parties du corps sont trop petites pour que les scientifiques puissent tester leur résistance au choc, aux fractures et à l'abrasion. Vous vous êtes déjà demandé ce que les tiques utilisent pour piquer? Il semble impossible de mener des expériences sur quelque chose d'aussi petit. Ça n'empêche pas les chercheurs de travailler. Par exemple, ils ont étudié les dents des mandibules des fourmis et ont découvert qu'elles étaient un mélange homogène de protéines et de zinc. En revanche, les outils calcifiés, comme les dents humaines, sont constitués de morceaux relativement importants de minéraux calciques. Les mandibules sont uniformes plutôt que segmentées, de sorte qu'elles semblent plus lisses et plus tranchantes que les dents humaines. Ou bien des dents d'animaux, on n'arrive pas à la hauteur des fourmis dans ce domaine. Mais si les dents humaines étaient aussi tranchantes, on devrait déployer 100 fois moins de force à les utiliser, et on pourrait facilement se mordre la langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les animaux aux dents acérées et aux morsures puissantes, comme les crocodiles et les hyènes, ne sont pas vraiment puissants en fait. Certes, leur mâchoire est extrêmement puissante, mais les fourmis, les guêpes et les scorpions sont plus forts qu'eux. Ils n'ont pas besoin de force car leurs outils de chasse sont plus aiguisés. Peut-être que quelqu'un dans les commentaires est prêt à argumenter que des outils plus tranchants sont plus faciles à casser, mais les animaux y ont pensé aussi. Les biomatériaux à base d'éléments lourds sont extrêmement robustes et résistants. En d'autres termes, les insectes sont gagnants sur tous les plans. Et oui, ces créatures ont trouvé une niche que les autres animaux ne peuvent pas occuper parce qu'elles consomment des aliments très durs, tout en conservant une énorme quantité d'énergie dans le processus. Mais qu'en est-il des animaux plus grands? Les vers, les insectes et les arthropodes sont des créatures passionnantes, mais il existe peut-être des mammifères qui ont des dents super résistantes. Et oui, il y en a, les castors. Ils ne se brossent pas les dents et ne boivent pas d'eau fluorée, et pourtant ils ont leur propre protection intégrée contre les caries, le fer. Si vous avez déjà vu des dents de castor, vous avez probablement remarqué qu'elles ont l'air pas très saines, presque orange. Mais ça ne veut pas dire que les dents des castors sont en mauvais état, bien au contraire. Alors que l'émail des dents des autres rongeurs contient du magnésium, celui des castors contient du fer. En bref, leurs dents sont oranges pour la même raison que notre sang est rouge. Et oui, c'est pas beau à voir. Heureusement qu'on évite ce genre de réalisme dans les films d'animation. Mais le fer ne se contente pas de donner aux dents des castors une teinte inhabituelle, il les rend également plus résistantes au stress mécanique et à l'exposition à l'acide. En plus d'être solides, les dents du castor doivent être très pointues pour ronger le bois, et elles doivent le rester en permanence. Rappelez-vous comment fonctionnent les couteaux. Si vous les utilisez souvent, la lame s'émousse et doit être affûtée. Les dents de castor ont également besoin d'être aiguisées, mais il est impossible de trouver un bon aiguiseur dans la nature. Au lieu de cela, les dents s'aiguisent d'elles-mêmes. L'avant de la dent de castor est en émail dur avec du fer. L'intérieur de la dent est plus mou et s'use au fur et à mesure que le castor mâche le bois. C'est ainsi que le bord reste affûté et toujours prêt à l'action. Naturellement, le besoin constant d'aiguiser les dents signifie que les dents doivent également pousser en permanence, sinon les castors seraient tout simplement à court de dents. Mais le castor n'a pas de problème avec ça. Contrairement à l'homme, ses dents ne cessent de pousser. Vous vous êtes déjà demandé d'où les castors tirent leur fer? Il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Il s'avère que leur principale source de métal provient des plantes aquatiques, qui constituent la majeure partie de leur régime alimentaire estival.
Au cas où vous auriez besoin d'une preuve supplémentaire de la solidité des dents du castor, je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait plus de preuves, mais voici, les humains fabriquaient autrefois des outils avec ces dents. Les plus anciennes statues en bois conservées au monde ont été sculptées il y a environ 11 000 ans. Trouvées dans les tourbières de l'Oural russe, elles sont presque 3 fois plus anciennes que les pyramides d'Égypte. Les anciens ont sculpté les visages de ces statues à l'aide de mâchoires de castor avec des dents préservées. Les experts affirment que si l'on aiguise les incisives du castor, on obtient un excellent outil, très pratique pour sculpter des surfaces concaves. Et tandis que les castors aidaient les gens à créer des statues en bois, même après leur mort, les termites apprenaient à trouver et à récolter de l'or. En fait, on ne sait pas depuis combien de temps les termites font ça. Pourquoi les termites auraient besoin de métaux précieux? Des expériences menées en Australie occidentale ont révélé que les nids de termites situés à proximité des gisements d'or étaient plus riches en or que les nids plus éloignés du métal. Ça veut dire que les colonies d'insectes sociaux peuvent accumuler de manière sélective les métaux présents dans l'environnement. En plus, l'or peut également être trouvé dans les termites eux-mêmes. Il semble s'accumuler dans leur système digestif et se présente alors sous la forme de minuscules amas semblables à des calculs rénaux. Selon certains experts, les nids de fourmis et de termites pourraient indiquer la présence de métaux précieux. Pour déterminer le meilleur endroit où creuser, on peut analyser des termites de différentes colonies et mesurer le pourcentage d'or dans leur corps. Cette approche est également plus rentable car la recherche de gisements d'or est généralement une entreprise coûteuse. Bien entendu, les insectes ne se doutent pas qu'ils collectent quelque chose de précieux pour l'homme. L'accumulation d'or n'est qu'une conséquence de leur technique de construction de nids. Une heureuse coïncidence. Il est intéressant de noter que les acacias semblent également avoir absorbé une grande partie de cet or, probablement par accident. Ils ont obtenu tellement d'or que l'on peut même en trouver dans leurs feuilles. Et puisque j'ai parlé de l'acacia, comment les arbres interagissent-ils avec les métaux en général? Enfin, sauf le métal d'une hache, parce que c'est assez évident. En effet, les arbres et les plantes en général ne font pas bon ménage avec les métaux lourds comme le nickel et le zinc. Mais il y a des exceptions. Pycnandra acuminata est un arbre rare qui pousse dans les forêts tropicales humides de Nouvelle-Calédonie. Il sécrète une sève qui contient 25% de nickel. Il a évolué pour recueillir la quantité généralement toxique de métaux lourds du sol et la stocker dans ses tiges, ses feuilles et ses graines. La raison pour laquelle un arbre accumule ce métal fait encore l'objet de débats. Je préfère la théorie de la défense. La concentration accrue de nickel rend la plante immangeable pour les insectes et autres herbivores. Mais d'autres théories circulent dans les milieux scientifiques, comme celle qui attribue au nickel un effet antifongique protégeant l'arbre de diverses infections. Ou encore que les feuilles mortes saturées de nickel empêchent les autres plantes de pousser à proximité de l'arbre, c'est-à-dire qu'elles éliminent les concurrents. En fait, Pycnandra acuminata n'est pas le seul arbre métallique de notre planète. Les plantes qui tirent le nickel du sol se trouvent partout dans le monde et les gens ont déjà compris comment les utiliser à leur avantage. D'abord, il faut des déchets miniers sur lesquels faire pousser la plante. Au fil du temps, la biomasse est périodiquement récoltée, c'est-à-dire que les branches et les feuilles sont coupées et qu'on les laisse repousser. La biomasse est ensuite séchée et brûlée pour produire des cendres végétales dont la teneur en nickel est très élevée, de l'ordre de 10 à 20%. Ce matériau peut être utilisé à d'autres fins industrielles. Il peut être envoyé immédiatement à une fonderie ou à une usine hydrométallurgique. Oui, les humains obtiennent du métal à partir du bois. Les créateurs de jeux d'alchimie seraient très surpris d'apprendre cela. À plus.